L'année dernière, les Américains ont dépensé plus de 2 milliards de dollars pour des potagers surélevés. Le jardinier amateur moyen débourse entre 300 et 650 dollars juste pour remplir un seul bac de 1,2 par 2,4 mètres avec du bois, de la terre et des amendements. Puis, chaque printemps, il dépense au moins 100 dollars supplémentaires en engrais, 50 dollars de plus en matériel d'irrigation. Et au bout de 5 ou 6 ans, le bois pourrit et il doit tout recommencer. Et si je vous disais qu'il existe une méthode qui ne coûte absolument rien, produit des récoltes plus abondantes, s'arrose et se fertilise toute seule et devient plus productive chaque année pendant les 20 prochaines années? Et si je vous disais que cette méthode n'est pas nouvelle, elle est même ancestrale. Elle a été éprouvée à travers les siècles et les continents. La seule raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler, c'est parce qu'il n'y a rien à vendre. Voici l'histoire du Jardin Z, qui rend les potagers surélevés obsolètes, et pourquoi toute l'industrie du jardinage a un intérêt financier à ce que vous ne découvriez jamais ce secret. Bienvenue sur le Déclic Santé, votre guide pour une vie saine et durable. Pour comprendre ce que nous avons perdu, nous devons remonter le temps, non pas dans un laboratoire ni à l'université, mais dans le jardin d'une grand-mère en Allemagne. En 1962, un botaniste allemand du nom de Hermann Andra publia un petit livret de jardinage qui allait discrètement tout changer. Il y décrivait une technique qu'il appelait Hügelkultur, ce qui signifie culture sur butte ou culture en colline. Mais Andra n'inventait rien de nouveau. Il documentait ce qu'il avait observé enfant dans le jardin de sa grand-mère. Elle avait un tas de vieux débris ligneux dans un coin de sa cour, et les plantes qui poussaient dans et autour de ce tas étaient extraordinaires. Elles étaient plus hautes, plus vertes et plus productives que tout le reste de la propriété. Ce qui fascinait Andra, c'est que personne n'arrosait ce tas, personne ne le fertilisait, personne ne s'en occupait. Il poussait simplement, sauvage et abondant, année après année. Andra réalisa qu'il observait un principe que les paysans médiévaux, à travers l'Allemagne et l'Europe de l'Est, pratiquaient depuis des siècles. Ils ramassaient les arbres tombés, les branches mortes et les déchets organiques. Ils les empilaient en longues buttes, les recouvraient de la terre qu'ils avaient et plantaient directement à la surface. Ces paysans n'avaient pas de diplôme, ils avaient faim et des terres ingrates. Par pure nécessité, ils avaient découvert quelque chose que la science moderne ne commence que maintenant à confirmer. Ces buttes s'amélioraient avec le temps, les récoltes augmentaient chaque année, tandis que le travail diminuait. La terre s'assombrissait et s'approfondissait. Les plantes devenaient plus fortes, et les jardins n'avaient plus jamais besoin d'être arrosés après les 2 premières saisons. Ces agriculteurs avaient, par hasard, reproduit l'un des systèmes les plus puissants de la nature. C'est exactement ce qui se passe sur le sol forestier. Chaque forêt sur Terre est bâtie sur une fondation de bois en décomposition. Lorsqu'un arbre tombe, il ne disparaît pas. Il devient ce que les écologistes appellent un tronc nourricier, un tronc en décomposition, qui se transforme en l'une des surfaces de croissance les plus fertiles du monde naturel. Traversez n'importe quelle forêt ancienne du nord-ouest Pacifique, et vous verrez des fougères, des mousses et même des arbres de taille adulte pousser directement hors des troncs tombés. La forêt utilise ce système précis depuis 300 millions d'années. Les paysans médiévaux n'ont pas inventé l'hügelkultur. Ils ont copié la forêt et ils l'ont fait délibérément. Mais cette technique n'a jamais eu de nom de marque, de sponsor corporatif, ni de budget marketing. Elle s'est propagée uniquement par le bouche à oreille, de village en village, de génération en génération. Lorsque le 20e siècle est arrivé, avec ses tracteurs, ses engrais chimiques et ses jardineries à chaque coin de rue, le bouche à oreille n'a plus suffi. C'est ici que l'histoire prend un tournant dramatique. Un homme a repris cette technique oubliée et l'a poussée si loin que le gouvernement a tenté de le détruire pour cela. Sepp Holzer est né en 1942 à Ramingstein, en Autriche.
En 1962, la même année où Andra publiait son livret, Holzer reprit la ferme familiale, le Krameterhof. Perché sur un flanc de montagne escarpé à plus de 1200 mètres d'altitude, c'était une terre dont ses voisins parvenaient à peine à tirer de l'herbe. Les hivers étaient rudes, les températures chutant bien en dessous de moins 20 degrés Celsius. Le sol était mince, la saison de croissance était douloureusement courte. Tous les voisins suivaient les mêmes règles, champs plats, rangées droites, culture approuvée par le gouvernement. Holzer a regardé ces règles et a décidé qu'elles étaient fausses. Au lieu d'aplanir ses pentes, il a construit des terrasses. Au lieu de brûler ses arbres tombés comme tout le monde, il les a enterrés. Il a empilé des troncs et des branches en d'énormes buttes, les a recouverts de terre et a planté directement à la surface, comme l'avaient fait ces paysans médiévaux des siècles auparavant. Puis, il a fait quelque chose qui aurait dû être impossible. Il a planté des agrumes, citrons, kiwis et figues, sur un flanc de montagne autrichien où la température atteint régulièrement moins 20 degrés Celsius. Le gouvernement l'a remarqué. Des inspecteurs sont arrivés avec des calepins et des amendes. Ils ont mesuré ces terrasses. Ils ont documenté ces étangs non autorisés. Ils ont émis violation après violation, parfois des dizaines en une seule année. En 1986, après de fortes pluies, les autorités l'ont accusé d'avoir créé des structures de rétention d'eau illégales. Il a payé l'amende et a fait appel, arguant que ces étangs et ces terrasses prévenaient en fait les inondations qu'il craignait. En 1989, la pression a atteint son paroxysme. Le Conseil agricole a menacé de saisir entièrement sa ferme. Ils l'ont menacé de prison. La réponse de Holzer fut simple et dévastatrice. Il les a invités à venir constater ses récoltes. Ce qu'ils ont découvert était impossible à expliquer. Des citronniers ployant sous le poids de fruits mûrs, leurs feuilles brillantes et vertes sur un fond de neige. Des kiwis grimpant le long des épicéas alpins. Des raisins mûrissant sur des pentes où les voisins ne pouvaient pas faire pousser de choux. Des figues gonflant dans l'air de la montagne. Sa ferme produisait 10 fois plus de nourriture que n'importe quelle propriété environnante. Pas d'irrigation, pas d'engrais chimiques, pas de terre importée, juste du bois enterré pourrissant tranquillement sous terre, faisant exactement ce que la nature avait conçu. En 1992, après une nouvelle amende pour l'agrandissement d'un étang, Holzer était devenu connu dans toute l'Autriche comme le paysan le plus amendé du pays. Il portait ce titre avec fierté. Mais le véritable tournant est survenu en 1995, lorsque des professeurs et des étudiants de l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne se sont rendus sur son flanc de montagne. Ils sont arrivés sceptiques. En quelques jours, ils ont certifié que le Krameterhof remplissait tous les critères de la permaculture de manière exemplaire. Le professeur principal, le docteur Bernd Lotsch, a décrit plus tard la ferme de Holzer comme contenant tous les principes de succès des véritables écosystèmes sauvages. Le chaos apparent des niches écologiques, derrière lequel se cache un ordre vivant. Aujourd'hui, l'ancienne ferme de Holzer s'étend sur 50 hectares et compte 70 étangs. Il la gère avec seulement 2 personnes. Il utilise des cochons pour labourer de nouvelles buttes, en jetant du maïs là où il veut que le sol soit creusé. Quelques jours plus tard, les cochons ont fait le travail d'un tracteur et ont fertilisé le sol en même temps. La ferme fonctionne avec presque 0 intrant externe. Même Reinhold Messner, l'alpiniste légendaire, a qualifié le travail de Holzer de preuve qu'il existe une autre voie au-delà des monocultures et de l'agriculture industrielle. Mais Holzer ne faisait pas de magie. Il exploitait un processus qui se produit sur chaque sol forestier de la Terre. Et quand vous comprendrez la science qui le sous-tend, vous ne regarderez plus jamais un arbre tomber de la même manière. Entrez dans n'importe quelle forêt ancienne et regardez le sol. Vous verrez des troncs tomber à tous les stades de décomposition, de la mousse poussant à la surface, des fougères jaillissant des fissures,
des semis s'élevant du bois en décomposition lui-même. Les forestiers ont un nom pour ces troncs en décomposition. Ils les appellent troncs nourriciers. Un tronc nourricier est l'un des environnements de croissance les plus productifs du monde naturel. Voici pourquoi. Lorsque le bois commence à pourrir, quelque chose de remarquable se produit à l'intérieur de sa structure cellulaire. Les parois cellulaires du bois sont principalement constituées de lignine, un polymère organique complexe qui forme un labyrinthe de minuscules pores et tunnels. Au fur et à mesure que les champignons et les bactéries décomposent la lignine, ces voies s'ouvrent davantage. Le bois devient de plus en plus poreux et commence à se comporter comme une éponge. La lignine se décompose et la structure change d'une manière qui retient l'eau. Non pas une éponge métaphorique, mais une véritable éponge physique qui absorbe et retient l'eau en des quantités qui semblent presque impossibles. Lors de tests en laboratoire, des billes de pain fortement décomposées ont absorbé une quantité d'eau équivalente à 500% de leur poids sec. Pensez-y un instant. Un morceau de pain pourri de 4,5 kg peut retenir 22,7 kg d'eau dans sa structure. Le chêne, qui se décompose plus lentement, double ou triple tout de même sa masse en humidité absorbée. C'est un véritable effet d'éponge mesurable. Maintenant, enterrez ce bois sous terre. Empilez de la terre par-dessus et plantez-y. Ce que vous venez de créer est un réservoir invisible sous votre jardin. Quand il pleut, le bois enterré absorbe l'eau comme une éponge, la stockant profondément dans la butte où le soleil et le vent ne peuvent l'atteindre. Pendant les périodes de sécheresse, cette eau stockée remonte par capillarité, apportant directement l'humidité aux racines de vos plantes, exactement quand elles en ont le plus besoin. Cela crée un réservoir caché et fiable sous vos parterres. Les mesures de terrain sont éloquentes. Au milieu du mois de juillet, lorsque la terre de jardin environnante se fissure et sèche au point de devoir traîner les tuyaux d'arrosage tous les jours, les sondes d'humidité enfoncées au cœur d'une butte hugelkultur indiquent constamment une humidité du sol de 40 à 60 %. Ce sont des niveaux d'humidité printaniers en plein été. Un taux de 40 à 60 % à la mi-juillet est une différence spectaculaire. Une enseignante retraitée du Nord-Ouest Pacifique a construit sa première butte hugelkultur avec des troncs d'érable tombés lors d'une tempête. Elle a rempli chaque interstice avec des tontes de gazon et a recouvert le tout de terre. Dès le deuxième printemps, elle a enroulé son tuyau d'arrosage et l'a rangé dans l'abri de jardin. Elle ne l'a plus utilisé depuis. Sa facture d'eau a tellement chuté que la ville lui a envoyé un avis pour savoir si son compteur était cassé. Sa facture d'eau a suffisamment baissé pour déclencher une enquête. C'est la première chose que votre potager surélevé ne peut pas faire. Un potager surélevé traditionnel est essentiellement une boîte en bois remplie de terre achetée, posée sur le sol. Il n'a aucun mécanisme interne de stockage d'eau. Il draine par le bas et sèche par le haut, ce qui signifie que vous êtes sur un tapis roulant d'arrosage constant, du jour où vous plantez jusqu'au jour de la récolte. Saison après saison, année après année, un potager surélevé ne peut pas reproduire ce stockage souterrain. Mais l'eau n'est que le début de ce que fait le bois enterré. Ce n'est que le début. Dès que vous empilez de la terre sur ces troncs et que l'humidité s'infiltre, la butte devient un moteur vivant. Champignons et bactéries grouillent à travers le bois humide, décomposant la lignine et la cellulose. Et ce processus de décomposition est exothermique. Il génère de la chaleur. Cette activité biologique crée de la chaleur sous la surface. La chaleur de la décomposition est un effet réellement utile. Le cœur d'une butte hugelkultur peut être de plusieurs degrés plus chaud que le sol environnant. C'est un avantage de croissance indéniable. Au printemps, lorsque le jardin plat de votre voisin est encore froid et gorgé d'eau, vos buttes sont déjà chaudes. Les graines germent plus tôt. Les jeunes plants s'établissent plus rapidement.
En automne, lorsque le premier gel tue les cultures tendres des plates-bandes, cette chaleur résiduelle du dessous offre à vos tomates et poivrons des semaines de production supplémentaires. Holzer a utilisé cet avantage thermique pour cultiver des plantes subtropicales à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes autrichiennes. Vous pouvez l'utiliser pour prolonger votre saison de croissance d'un mois ou plus dans presque tous les climats. C'est un atout considérable pour votre jardin. Et c'est ici que nous devons parler de quelque chose qui changera à jamais votre façon de penser le sol. Comprendre le sol sous votre jardin commence par la compréhension de ces troncs nourriciers vivants qui retiennent l'eau et génèrent de la chaleur. En 1997, l'écologiste Suzanne Simard de l'Université de la Colombie-Britannique a fait une découverte qui a réécrit les manuels sur le fonctionnement des forêts. Elle a découvert que sous le sol forestier, les arbres sont connectés les uns aux autres par un vaste réseau souterrain de champignons. Ces filaments fongiques, appelés mycélium, se tissent à travers le sol, enveloppant et pénétrant les racines des arbres, formant ce que les scientifiques appellent des réseaux mycorhiziens. Une cuillère à café de sol forestier sain contient plusieurs kilomètres de ces filaments fongiques. La presse l'a surnommé le Wood Wide Web. Et ce qu'il fait est extraordinaire. Grâce à ce réseau fongique, les arbres partagent l'eau, le carbone, l'azote, le phosphore et même des signaux d'alerte chimique. Un arbre attaqué par des insectes peut envoyer un message chimique via le réseau, incitant les arbres voisins à activer leur défense avant l'arrivée de la menace. Les vieux arbres, appelés arbres mères, utilisent le réseau pour envoyer des nutriments aux jeunes pousses en difficulté à leur ombre. La forêt n'est pas une collection d'individus en compétition. C'est un superorganisme coopératif connecté par les champignons. Lorsque vous enterrez du bois dans une butte hugelculture, vous créez les conditions exactes pour que ces réseaux fongiques se forment dans votre jardin. Le bois en décomposition devient un échafaudage pour les champignons mycorhiziens. Ces champignons colonisent le bois, se propagent dans le sol environnant et se connectent aux racines de vos plantes. Soudain, vos plants de tomates ne se nourrissent plus seulement des nutriments présents dans le sol immédiat autour de leurs racines. Ils sont connectés à un réseau souterrain qui s'étend à travers toute la butte, accédant à l'eau et aux minéraux depuis des endroits que leurs racines ne pourraient jamais atteindre physiquement. C'est pourquoi les buttes hugelculture deviennent plus productives avec le temps plutôt que moins. Chaque année, le réseau fongique se complexifie. Les connexions se multiplient. Le cycle des nutriments devient plus efficace. Votre jardin ne fait pas que survivre. Il construit une infrastructure souterraine, un Internet vivant de champignons qui servira vos plantes pendant des décennies. Aucun sac d'engrais ne fait cela. Aucun système d'irrigation goutte à goutte ne fait cela. Aucun kit de potager surélevé de jardinerie ne peut même s'en approcher. Maintenant, je dois aborder le plus grand mythe du jardinage. Pendant des décennies, les forums de jardinage, les services de vulgarisation et même les brochures universitaires ont répété le même avertissement. Ne pas enterrer de bois dans votre jardin. Ils affirment que le bois est riche en carbone. Ils disent que lorsque des matériaux riches en carbone se décomposent dans le sol, les bactéries volent l'azote de vos plantes pour alimenter le processus de décomposition. Ils disent que vos cultures jauniront, vos rendements s'effondreront et votre jardin échouera. Cela semble scientifique, cela semble logique, et pourtant, c'est faux. Un projet de recherche de l'Université du Wisconsin a testé cette affirmation directement. Ils ont construit des buttes hugelculture et des lits témoins côte à côte et ont mesuré les niveaux d'azote tout au long de la saison de croissance. Les résultats ont été clairs. Non seulement les buttes hugelculture n'ont pas souffert de carences en azote, mais elles ont même montré des niveaux d'azote plus élevés que les parcelles témoins. L'explication réside dans la biologie de la décomposition. Les petites particules de bois, comme la sciure et les copeaux fins, sont principalement décomposées par des bactéries. Et oui, les bactéries sont inefficaces avec l'azote. Elles le consomment pendant la décomposition. Mais les gros morceaux de bois, les troncs et les branches utilisés en hugelculture sont principalement décomposés par des champignons.
Et les champignons sont fondamentalement différents. Ils sont économes en azote. Ils ne volent pas le sol. Ils recyclent et redistribuent l'azote via leur réseau. Le mythe de l'azote était basé sur un phénomène réel, la décomposition bactérienne de fines particules de bois, appliquée incorrectement à une situation complètement différente, la décomposition fongique de gros troncs. Ce fut une incompréhension de la biologie du sol, répétée si souvent qu'elle est devenue une vérité acceptée. Et elle a empêché d'innombrables jardiniers d'essayer la seule méthode qui aurait rendu tout autre investissement dans leur jardin inutile. Une étude de 2024, examinant les sites de permaculture utilisant ces méthodes de bois enterré, a confirmé le tableau général. Les stocks de carbone du sol étaient 27% plus élevés que dans les champs témoins. La densité apparente du sol était 20% plus faible, rendant la terre plus meuble et plus respirable pour les racines. L'abondance des vers de terre était 201% plus élevée. Le sol sous une butte hugelculture n'est pas seulement de la terre. C'est un écosystème vivant qui s'intensifie chaque année qui passe. Alors, laissez-moi vous montrer exactement comment en construire une. Et je vais vous révéler les erreurs qui vous saboteront si vous ne les évitez pas, car personne d'autre ne semble en parler. Commencez par choisir votre emplacement. Le plein soleil est idéal pour la plupart des légumes. Vous n'avez pas besoin de creuser une tranchée, mais si vous le souhaitez, une profondeur d'environ 30 cm vous donnera un volume supplémentaire pour la butte et améliorera le contact avec l'humidité. Vous pouvez également construire directement sur l'herbe ou sur un sol existant. Posez d'abord une couche de carton pour supprimer les mauvaises herbes. Maintenant, la fondation. C'est la couche la plus importante. Vous voulez les troncs les plus gros, les plus vieux et les plus pourris que vous puissiez trouver. Les bois durs sont les meilleurs. Le chêne, l'érable, le pommier, le bouleau et le peuplier fonctionnent tous très bien. Plus le bois est déjà décomposé, plus votre butte commencera à fonctionner rapidement. Si le bois est spongieux et mou, vous pouvez l'émietter avec vos mains. C'est parfait. Si vous n'avez que du bois fraîchement coupé, cela fonctionnera toujours, mais votre butte prendra plus de temps à s'activer et nécessitera un apport d'azote plus important la première année. Voici la règle essentielle. N'utilisez jamais de cèdre. Le cèdre contient des conservateurs naturels qui résistent à la décomposition et peuvent inhiber la croissance des plantes. N'utilisez jamais de noyer noir ou de cerisier noir. Tous deux contiennent des composés, appelés juglone et acide prussique, qui sont toxiques pour de nombreuses plantes de jardin. Et n'utilisez absolument jamais de bois traité sous pression, peint ou teinté. Ces produits chimiques s'infiltreront directement dans votre sol et dans votre nourriture. Voici un conseil que la plupart des tutoriels omettent. Les meilleures espèces de bois pour l'hugelculture, par ordre, sont l'aulne, le pommier, le bouleau, le peuplier baumier, l'érable, le chêne, le peuplier et le saule sec. Mais voici l'avantage secret. Si vous pouvez obtenir du bois déjà partiellement pourri, mou, spongieux, peut-être couvert de filaments fongiques blancs, ce bois est de l'or. Il a déjà été colonisé par les organismes exacts que vous souhaitez. Il boostera votre butte de plusieurs mois. Vérifiez après les tempêtes. Demandez aux entreprises d'élagage. Appelez le service des travaux publics de votre ville. La plupart des municipalités donnent gratuitement les arbres tombés et les copeaux de bois parce qu'elles paient pour s'en débarrasser. Vous résolvez leurs problèmes tout en construisant votre jardin. Certains jardiniers ont construit des buttes entières sans dépenser un seul dollar, en utilisant uniquement des matériaux dont leurs voisins étaient désespérés de se débarrasser. Empilez les troncs serrés. Remplissez chaque interstice avec des branches et des brindilles plus petites. Ce n'est pas un tas de broussailles lâches. Chaque poche d'air est un futur trou qui s'effondrera et engloutira vos plantes. Compressez bien. Maintenant, voici l'erreur que la plupart des gens commettent et qui les transforme en exemples à ne pas suivre sur les forums de jardinage. Après avoir posé le bois, vous devez ajouter une couche riche en azote. Ce n'est pas une option.
c'est la différence entre le succès et un parterre rempli de plantes jaunes, chétives et misérables. Les tontes de gazon fonctionnent bien. Le fumier frais est excellent. Les restes de cuisine, le marc de café, même l'urine humaine si vous êtes prêt à l'utiliser. Les microbes qui commencent à décomposer le bois ont besoin d'azote pour alimenter le processus. Si vous sautez cette étape, ils prendront cet azote à vos plantes. Rappelez-vous, ce n'est pas la même chose que le mythe de l'azote que j'ai démystifié plus tôt. Ce mythe dit qu'enterrer du bois prive l'azote de façon permanente. La vérité est qu'il y a une brève période de démarrage où le système a besoin d'un apport d'azote pour que le moteur de décomposition se mette en marche. Une fois que les réseaux fongiques sont établis, généralement au cours de la première ou des 2 premières années, la butte devient un producteur net d'azote plutôt qu'un consommateur, mais vous devez passer par cette phase de démarrage. Par-dessus la couche d'azote, ajoutez des feuilles, de la paille ou d'autres matières organiques brunes. Ensuite, recouvrez toute la butte de 15 à 25 cm de terreau ou de compost. C'est votre surface de plantation. Si vous devez acheter quoi que ce soit, cette fine couche de terreau pourrait être le seul achat. Coût total, peut-être 20 à 50 $. Comparez cela aux 300 à 650 $ pour un potager surélevé. Arrosez bien la butte pendant la première saison de croissance, le temps que les racines s'établissent et que le processus de décomposition commence. Plantez des cultures gourmandes la première année. Les courges, citrouilles, courgettes, concombres et tomates prospèrent tous grâce à l'apport initial de nutriments et de chaleur. Dès la 2e année, les besoins en eau commencent à chuter considérablement, car le cœur de bois commence à absorber et à stocker l'humidité de lui-même. À la 3e année, la plupart des jardiniers déclarent avoir complètement cessé d'irriguer, sauf en cas de sécheresse extrême. La butte se tassera et rétrécira avec le temps. C'est normal. C'est le système qui fonctionne exactement comme il le devrait. Vous pouvez ajouter plus de compost ou de matière organique à la surface chaque année si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. La butte se nourrit d'elle-même. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre butte année après année, car cette progression est ce qui rend l'hugelculture véritablement miraculeuse. Première année, le bois est frais. Les bactéries et les champignons commencent à coloniser les troncs. Le processus de décomposition génère une chaleur perceptible par le bas. Votre butte est de plusieurs degrés plus chaude que le sol environnant. Vous devez encore arroser, mais moins qu'un parterre traditionnel, car le bois commence déjà à absorber l'humidité. Les cultures gourmandes, comme les courges, les citrouilles et les tomates, prospèrent grâce à l'apport initial d'azote de votre couche verte. 2e année, les réseaux fongiques sont maintenant établis et en pleine croissance. Le cœur de bois absorbe et retient beaucoup plus d'eau. La plupart des jardiniers déclarent avoir réduit leur arrosage de moitié, voire l'avoir complètement éliminé. Le sol est visiblement plus foncé et plus riche. Les populations de vers de terre explosent car ils sont attirés par le bois humide en décomposition. Chaque tunnel de verre devient un canal pour que l'air et l'eau atteignent les racines des plantes. Année 3 à 5. C'est là que la magie s'accélère. Les réseaux mycorhiziens sont désormais étendus, connectant vos plantes aux sources de nutriments à travers toute la butte. Les analyses de sol, à ce stade, montrent généralement des niveaux d'azote et de phosphore plus élevés que le sol environnant, et non plus bas. La butte s'est tassée d'environ 1/3 de sa hauteur d'origine, mais la masse restante est dense d'activité biologique. La santé et la vigueur des plantes s'améliorent sensiblement. La résistance aux maladies augmente, car les réseaux fongiques aident les plantes à partager les signaux de défense chimique. Année 5 à 10. Les troncs d'origine sont maintenant fortement décomposés, mous et spongieux. Leur capacité de rétention d'eau est à son maximum. La structure du sol est extraordinaire, meuble, friable et vivante d'organismes. Vous ne pourriez pas atteindre une telle qualité de sol, même si vous dépensiez 1 000 $ dans une jardinerie. Elle ne peut pas être achetée,
car elle ne peut être construite que par le temps et la biologie. Année 10 à 20. Les troncs de bois dur continuent de se décomposer lentement, libérant toujours des nutriments et retenant l'eau. La butte s'est considérablement tassée, mais le sol qu'elle a créé est parmi les plus riches du monde. Certains praticiens, à ce stade, construisent simplement une nouvelle butte par-dessus l'ancienne, entamant un nouveau cycle de 20 ans avec une fondation de sol déjà perfectionnée en dessous. Aucun potager surélevé ne fait cela. Un potager surélevé est à son meilleur le jour où vous le remplissez de terreau acheté en magasin. À partir de ce moment, il ne fait que s'épuiser. Chaque récolte retire des nutriments. Chaque averse lessive les minéraux. Chaque saison exige de nouveaux apports juste pour maintenir une fertilité de base. Une butte hugelculture est à son pire le jour où vous la construisez. À partir de ce moment, elle ne fait que s'améliorer. Les trajectoires sont opposées. L'une vous coûte plus cher chaque année, l'autre vous coûte moins cher. Une dernière chose que vous devez comprendre à propos de la géométrie. Une butte hugelculture n'est pas plate. Elle a des pentes, et ces pentes créent des microclimats. La pente exposée au sud de votre butte reçoit le soleil direct, se réchauffe rapidement et est idéale pour les cultures qui aiment la chaleur, comme les tomates et les poivrons. La pente exposée au nord reste plus fraîche et retient l'humidité plus longtemps, parfait pour la laitue, les épinards et les herbes qui montent en graines avec trop de chaleur. Une seule butte peut accueillir des plantes aux besoins complètement différents, positionnés selon leurs préférences. Vous ne construisez pas seulement un potager, vous aménagez un paysage. Les résultats des praticiens sont constants. Un jardinier a documenté une récolte de 54 kg de concombres sur seulement 2 buttes de première année. Les mêmes buttes ont produit 42 citrouilles de grande taille. Un autre a suivi chaque dollar dépensé et a constaté que les économies réalisées en éliminant les achats d'engrais, d'irrigation et de terre avaient payé 2 fois sa commande de semences, et ce, dès la première année. Nous arrivons maintenant à la question qui explique tout. Si cette méthode est si efficace, si elle ne coûte rien, si elle s'améliore chaque année, si la science la soutient, pourquoi personne ne l'enseigne-t-il? Pourquoi chaque jardinerie regorge-t-elle de kits de potager surélevés, de sacs de terreau, de bouteilles d'engrais et de systèmes d'irrigation goutte à goutte, mais pas une seule présentation sur l'hugelculture? Suivez l'argent. Un kit de potager surélevé standard se vend entre 100 et 300 $. La terre pour le remplir coûte entre 100 et 200 $ supplémentaires. L'engrais coûte 40 à 60 $ par saison. Les kits d'irrigation goutte à goutte coûtent 50 à 80 $ de plus. Et voici ce qui en fait un produit parfait. Le bois pourrit, le sol s'épuise, l'engrais est lessivé. Chaque composant doit être racheté régulièrement. Un potager surélevé n'est pas un jardin, c'est un service par abonnement. L'hugelculture utilise les branches tombées que vous alliez traîner jusqu'au trottoir. Elle utilise les déchets de jardin que vous alliez mettre en sac. Elle utilise les restes de cuisine que vous alliez jeter. Elle utilise les feuilles qui s'accumulent chaque automne. Ce sont des matériaux que la plupart des propriétaires considèrent comme des déchets. Beaucoup de gens paient même pour faire enlever précisément ces matériaux. Le foyer américain moyen dépense entre 50 et 200 $ par an pour l'enlèvement des déchets de jardin. Vous payez littéralement quelqu'un pour emporter les ingrédients du jardin le plus productif que vous puissiez jamais cultiver. Laissez-moi vous présenter les chiffres côte à côte pour que vous voyiez à quel point la comparaison est absurde. Un potager surélevé de 1,2 par 2,4 mètres sur 10 ans vous coûtera entre 800 et 1500 $ si vous tenez compte du remplacement du bois tous les 5 à 6 ans, des amendements annuels du sol, de l'engrais et de l'irrigation. Une butte hugelculture de 1,2 par 2,4 mètres sur les mêmes 10 ans coûte de 0 à 50 $, produit des rendements plus élevés, ne nécessite aucun arrosage après la deuxième année, génère sa propre fertilité et continue de s'améliorer lorsque le potager surélevé a besoin de sa deuxième reconstruction. Si vous construisiez 4 potagers surélevés, ce qui est un jardin de taille modeste, vous envisageriez 3 000 à 6 000 $ sur une décennie. 4 buttes hugelculture de la même taille, construites avec des matériaux gratuits,
ne vous coûte rien d'autre qu'un week-end de travail physique. Et ce travail rapporte des dividendes pendant 20 ans. Une méthode qui transforme les déchets en abondance, qui ne nécessite aucun intrant acheté, qui s'améliore au lieu de se détériorer et qui élimine le besoin de chaque produit vendu dans une jardinerie. Cette méthode n'est pas seulement invendable, elle est une menace pour le modèle commercial. Ce qui ne peut être vendu doit être oublié, et ce qui est oublié doit être redécouvert par quelqu'un prêt à regarder. En 1962, Hermann Andra a regardé le tas de broussailles de sa grand-mère et y a vu l'avenir. La même année, un agriculteur autrichien de 20 ans a commencé à construire des buttes de bois sur un flanc de montagne que tous les experts disaient sans valeur. 60 ans plus tard, la ferme de Sepp Holzer s'étend sur 50 hectares de jardins forestiers avec 70 étangs, produisant de la nourriture à des altitudes où ses voisins ne peuvent même pas faire pousser d'herbe. Il a été amendé des centaines de fois. Il a été menacé de saisie de ses terres. Il a été menacé de prison. Mais les citrons continuaient de mûrir dans la neige et le sol ne cessait de s'enrichir. Et finalement, même les inspecteurs ont troqué leur carnet d'amendes contre des appareils photo, car les preuves étaient impossibles à nier. Les champs plats ont gagné le XXe siècle, parce que les tracteurs avaient besoin d'un sol lisse. Après 1920, l'agriculture mécanisée a exigé l'uniformité. Pas de bosse, pas de butte, rien qui puisse ralentir une roue en acier ou bloquer une charrue. Les champs ont été nivelés, les broussailles ont été brûlées, les buttes ont été aplaties. L'ancienne technique a disparu non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle ne correspondait pas à une chaîne de production. Un tracteur peut couvrir un 0,4 hectare plat en quelques minutes, plantant rangée après rangée sans interruption. L'efficacité est devenue un jeu de chiffres. Plus de terrain couvert, moins d'obstacles, des rendements plus élevés par heure. Et les entreprises d'engrais étaient heureuses de combler le vide. Lorsque vous aplanissez les buttes, vous détruisez les réservoirs. Lorsque vous détruisez les réservoirs, vous avez besoin d'irrigation. Lorsque vous brûlez le bois, vous détruisez la fertilité à libération lente. Lorsque vous détruisez la fertilité, vous avez besoin d'engrais chimiques. Chaque produit que l'industrie du jardinage vend aujourd'hui existe parce que nous avons abandonné le système qui les rendait tous inutiles. Mais vous ne conduisez pas un tracteur dans votre jardin. Vous essayez de faire pousser de la nourriture pour votre famille. Et à cette fin, la butte l'emporte. Elle l'emporte depuis des siècles. Nous avons juste oublié de regarder vers le bas. Chaque tas de broussailles dans votre cour, chaque branche tombée après une tempête, chaque bûche pourrissant derrière l'abri de jardin. Ce ne sont pas des déchets. Ce sont 20 ans d'eau, 20 ans de fertilité et 20 ans de récolte qui attendent d'être activés. Votre ville pourrait même vous donner gratuitement des copeaux de bois et des arbres tombés si vous demandez. Les arboriculteurs sont souvent désespérés de trouver un endroit où déposer leurs matériaux. Vous résolvez leurs problèmes tout en construisant votre jardin. L'industrie des potagers surélevés ne veut pas que vous le sachiez. Les entreprises d'engrais ne veulent pas que vous le sachiez. Votre jardinerie locale, avec ses rayons de sacs de terreau, de kits d'irrigation et de bois de construction, n'a aucune incitation financière à vous dire tout cela. Mais maintenant, vous savez. La question est simple. Continuerez-vous à payer pour une boîte en bois qui s'épuise chaque année? Ou enterrerez-vous quelques troncs, empilerez-vous de la terre et construirez-vous quelque chose dont vos petits-enfants récolteront encore les fruits? La terre se souvient de ce que vous lui donnez. Donnez-lui du bois et elle vous donnera des décennies. Voici une dernière réflexion. En 2009, Sepp Holzer a cédé le Krameterhof à son fils, Joseph. Les lébutes que son père avait construites dans les années 1960 produisaient toujours. Le sol était plus riche que le jour de sa construction. Les étangs étaient toujours pleins. Les citrons poussaient encore. Un jardin construit à partir de déchets et de convictions, lancé par un agriculteur de 20 ans que tout le monde disait fou, a survécu à chaque amende, à chaque menace et à chaque expert qui affirmait que cela ne pouvait pas fonctionner.
Le sol ne se soucie pas des permis, des marges bénéficiaires ou de ce que la jardinerie promeut cette saison. Le sol répond à la biologie, et la biologie est claire. Enterrez du bois, laissez-le pourrir et regardez votre jardin prendre vie. Si cela a changé votre façon de penser le jardinage, partagez-le avec quelqu'un qui est sur le point de dépenser 600 $ pour un potager surélevé. Si vous voulez découvrir d'autres secrets dont l'industrie du jardinage ne parle pas, abonnez-vous. Nous ne faisons que commencer.